Samedi 11 février 2023, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Press. C'est le rendez-vous du décryptage, du commentaire de l'actualité par les journalistes. On va revenir sur cette polémique autour de l'homologation du stade Mazembe au détriment du stade des Martyrs de Kinshasa et Kibasa Maliba de Lubumbashi. Entre-temps, le club concerné par les interclubs de la CAF, le club congolais bien évidemment, ont refusé de jouer au stade Mazembe alors que Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, avait décidé d'accorder son hospitalité à tous ces clubs qui manquent d'ailleurs des terrains où livrer la compétition. Mais malheureusement, le club a décidé d'aller jouer à Brazzaville. DSMP a opté pour l'Angola, tandis que Lupopo a choisi la Zambie. Qu'est-ce qui explique les refus pour ces clubs de jouer au stade tout-puissant Mazembe? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur le processus électoral avec la communication faite par la CENI au courant de cette semaine. La CENI qui a fait le constat sur le processus électoral, ou je dirais mieux l'identification des électeurs dans la première zone opérationnelle. On parle de 12 millions d'enrôlés jusque-là. Est-ce que c'est un chiffre satisfaisant? Est-ce que les opérations se déroulent normalement? On va tenter de décortiquer aussi ces sujets au cours de cette émission. Et puis on va chuter avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, une situation qui reste marquée par des manifestations anti-EAC qui ont conduit même à la mort de 8 compatriotes. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Tentative de réponse au cours de cette émission. 2 journalistes sont avec moi sur ces plateaux, 2 jeunes avec qui on va décortiquer les différents sujets retenus. Le premier, il est à ma droite, Gramik Legrand, c'est un fils maison à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, je pense que j'ai salué également mon co-débatteur, que je ne dévoilerai pas en attendant que vous les présentiez. Également, je salue tous les téléspectateurs des Perfect Press et Perfect Télévision, précisément au présentateur naturel qui est en séjour au niveau des... Exactement, Peter Tiani. DG Peter Tiani et également aux techniciens. Vous avez enfin décidé de vous coiffer. Alors on se posait une question, mais c'est quoi le mystère derrière cette chevelure? Est-ce qu'il fallait copier absolument les sénateurs à vie? Bon, je ne pense pas, c'est que je devrais essayer un peu d'être en retraite parce que vous le savez très bien, notre boulot, notre profession exige un peu beaucoup de réflexion avec ce qui se passe dans les pays, une méditation concernant la situation de l'Est. Je me disais que je ne peux pas être là en train de se coiffer à tout moment. Aussi longtemps ces temps-là, je pourrais les consacrer à nos compatriotes de l'Est qui décèdent matin, midi, soir. Et moi, ça me fait énormément trop mal même, et c'est très pénible. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Mais il y a un frère, là je citerai son nom, Rex Kazadi, le combattant qui m'a aidé, qui m'a poussé, qui m'a amené dans un salon de coiffure. Puis bon, voilà. Vous l'avez fait malgré vous. Oui, c'est malgré moi, mais je pense qu'il y a certains compatriotes également qui sont très contents. Je pense que ça me va également. Très bien. Alors vous rencontrez sur ce plateau un autre journaliste. Alors lui, il n'a jamais de cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Mais on fait Bayeleng. Merci beaucoup Hervé. Bienvenue. C'est un plaisir d'être devant vous. Et surtout que c'est ma première fois de vous avoir comme présentateur. Mais déjà, vous êtes l'un des jeunes qui montent. Merci. Donc, c'est un plaisir. Les cheveux, je n'en ai pas, ça c'est vrai. D'ailleurs, je ne me suis pas fait... depuis très longtemps. Je ne me suis pas fait coiffer ma calvitie, elle est là. C'est naturel, on dirait. C'est naturel, oui, c'est naturel. Mais cela ne nous empêche pas de bien réfléchir. Au contraire, ça nous donne de la matière. Et on espère qu'aujourd'hui, il y aura également de la matière parce que l'actualité est très abondante. Très bien. Une question d'observation avant d'entrer dans les menus de l'émission. J'ai constaté que depuis un moment, plusieurs jeunes journalistes ne veulent plus travailler dans des organes de presse bien définis. Chacun veut créer sa boîte, chacun veut définir les choses autrement. Par quoi vous expliquez cela? Oui, en fait, ça, c'est une génération de jeunes patrons de médias
c'est venu avec les... C'est de la frustration Non, écoutez, vous savez très bien comment fonctionnent nos médias ici en RDC. Écoutez, aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont venues faciliter la tâche, avec des blogs, mais également, surtout avec l'avènement des sites d'information. Aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir une entreprise de presse, et surtout qu'au Congo, en fait, l'autorité de tutelle n'arrive pas à bien réglementer pour l'instant. Donc les gens profitent pour l'instant de ce désordre pour s'installer en attendant que les désordres s'installent. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que il y a beaucoup de jeunes compétents qui ne se retrouvent pas dans les organes de presse, qui sont exploités dans les organes de presse. Voilà pourquoi la plupart ont décidé de s'émanciper, de travailler librement. Donc moi, c'est quelque chose que j'encourage. Moi, j'appelle ça en fait la génération des jeunes patrons, des médias. Nous tous, là, nous sommes des jeunes patrons des médias. Grammic surtout. Très bien. En attendant l'arrivée du troisième invité, on va ouvrir le débat. Grammic, vous avez la parole pour ces premiers thèmes. Homologation du stade tout-puissant Mazembe au détriment du stade des Martyrs de Kinshasa et Kibasa Maliba de Lubumbashi. Un sujet qui a créé de la polémique, un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs heures maintenant. On accuse même Moïse Katumbi d'être derrière ce qui est arrivé au stade des Martyrs et Kibasa Maliba. Il aurait corrompu les inspecteurs de la CAF, Moïse Katumbi aurait monté un coup contre la République. Et finalement, nos clubs qui sont engagés dans cette compétition africaine interclub de la CAF ont refusé d'aller livrer leur match au stade tout-puissant Mazembe. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Merci beaucoup. J'aimerais rebondir à la question que vous avez posée, Merveille, concernant les patrons des médias. Moi, je pense que, comme a dit Merveille, c'est à saluer, c'est la responsabilité des jeunes, et c'est même un exemple à suivre quand vous voyez des jeunes qui se responsabilisent. Moi, je pense que ça va même de pair quand on fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au niveau national, et l'État est censé accompagner ces jeunes avec la NAPI et ainsi de suite, les guichets uniques. Moi, je pense que ça sera une bonne chose si l'État accordait beaucoup plus d'attention au lieu de tout feu ces jeunes. Moi, je ne peux pas comprendre un journaliste qui a fait déjà 5 ans dans les métiers, 6 ans, 10 ans, que ces journalistes demeurent toujours dans un média où il est sous tutelle d'un patron des médias. Moi, je pense qu'avec même l'arrivée des nouvelles technologies, c'est tellement très facile et plus facile de créer votre média. Un journaliste qui est aguerri, qui a de l'expérience, qui a fait autant d'années, moi, je pense que ça sera une bonne chose de se responsabiliser. Et j'encourage, c'est là, tout journaliste, et je suis en train de fustiger tous ces journalistes et tous ces doyens qui restent dans des chaînes d'autrui, après 20 ans de carrière, en train d'étouffer des nouvelles générations, des étudiants, des journalistes qui finissent les universités, qui regagnent les rédactions. Et ces doyens-là sont en train d'étouffer ces jeunes. Ils sont là partout dans plusieurs chaînes, des notoriétés. Je pourrais citer en tout cas des chaînes, RTGA, Congo Web, je citerai des noms, ce sont des vérités, on doit se les dire des vérités. Il y a des doyens qui sont dans des chaînes des Renault, des antennes A, en tout cas toutes les chaînes des Renault, il y a des doyens même dans des rédactions. Des grandes rédactions, des Renault, il y a des doyens qui sont là, qui sont en train d'étouffer. Au lieu de laisser les jeunes évoluer, tellement pour eux, ils se sentent incapables, si je pourrais utiliser les termes un peu moins responsables, d'assumer et de s'assumer, de créer leur propre boîte. Moi, je pense que j'ai fustige cette attitude et ces comportements de ces doyens qui restent pendant longtemps, pendant 20 ans, 10 ans. Alors, je reviens sur ce qui se passe, c'est ça l'actualité même. La non-homologation des stades des Martyrs également, Frédéric Kibasa Maliba. J'entends dire beaucoup de choses, mais c'est comme, vous savez, un élève qui est échoué ici en République démocratique du Congo trouve toujours des raisons et des prétextes. Les professeurs sont mauvais, les professeurs n'aiment pas, beaucoup de choses, ils cherchent toujours des faux fuyants, ils cherchent toujours des boucs émissaires. Moi, je pense que cela prouve et cela justifie ce que nous dénoncions matin, midi, soir. Qu'est fait les ministres des Sports? Moi, je me suis posé la question hier sur Twitter.
Je me suis dit, depuis que cette décision est tombée, ça fait pratiquement 24 heures. Ces messieurs ne démissionnent pas. Qu'est-ce que ces messieurs-là font exactement? Si on n'a pas de résultats, ni au niveau de l'équipe nationale, ni au niveau des clubs même, aucun résultat, nous avions perdu ici au CHAN. On a été éliminés. On a été éliminés. Et les ministres, jusqu'à présent, ne démissionnent pas. Si au niveau d'équipe, on n'arrive pas à produire des bons résultats, et les infrastructures posent problème, je me demande quelle est la place de ces ministres dans ces pays. Et ces messieurs, et là, ils ne pipent mot. Jusqu'à présent, ils ne parlaient pas. Il a saisi la FECOFA, il a demandé à la FECOFA de saisir la CAF pour solliciter une indulgence. Je vous dis, mon cher Hervé, les peuples congolais, la FECOFA n'est pas redevable au peuple congolais. C'est le président de la République parce que la Constitution dit que le ministre est responsable de son secteur. Le président de la République a une vision sur les sports. Et cette vision, le gouvernement matérialise cette vision sur les sports à travers par l'entremise du ministre des Sports. Exactement. Donc, c'est le ministre du sport qui est redevable au peuple congolais. Et non la FECOFA. C'est ces ministres qui devraient, moi je pense qu'on doit organiser ce qu'on appelle là les briefings avec M. Patrick Mouyaya, que ce ministre nous explique clairement combien était décaissé. J'ai vu chez notre confrère Stanis qui essayait un peu de publier là, en tout cas des montants, en tout cas vous sentez que des sommes très colossales qui sont déboursées matin, midi, soir, mais rien n'est fait. Comment expliquer que non, vous êtes en train de réhabiliter selon sous les recommandations, sous les points mentionnés par la CAF, mais vous n'arrivez pas. Certainement, il y a eu un problème dans la sélection des sociétés qui ont dirigé, qui ont effectué ces travaux. Et jusqu'à présent, on ne nous dit rien. C'est ce qui me fait très mal. Et on pense qu'on doit fustiger, essayer de jeter la pierre chez Moïse Katumbi parce que le stade Mazembe respecte les normes. D'ailleurs, avant même la CAF, il y a, je pense, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, des propos de Constant Omar. Et là, c'était même avant, quand Constant Omar fut président de la FECOFA, qui a ascensé les stades du tout-puissant Mazembe. Le président Constant Omar, en son époque, il a ascensé les stades du tout-puissant Mazembe. Si le président de la FECOFA a ascensé, alors que diriez-vous de la CAF? Et on constate, on a vu des images qu'on nous cachait même. Un stade des martyrs, sans latrine, sans toilettes, des toilettes pratiquement bouchées, et ça pue de partout. Moi, je pense, même si vous êtes devant les stades, tout le monde peut constater la saleté avec laquelle les stades des martyrs, plutôt, fait face. Qui ne constate pas que les stades des martyrs, à l'extérieur, aux alentours des stades, on est incapable, ne fût-ce de raser la pelouse, ou soit les herbes là qui poussent. Il y a même des immondices qui sont jetés là-bas. Moi, j'ai dénoncé, c'est là, aux alentours du stade. Il y a des immondices qui sont jetés là-bas. Des portes, ainsi de suite, qui sont déjà détruites. Rien n'est fait. Et quand on dénonce cela, on pense que nous sommes des haineux. Et là, la CAF vient de dévoiler l'irresponsabilité de nos dirigeants. C'est vraiment de l'irresponsabilité et c'est une honte. Quand je vois aujourd'hui l'équipe nationale serait obligée d'aller soit à Lubumbashi ou soit ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que la FECOFA pourrait décider pour l'équipe nationale, parce que je vois déjà Vita Club qui se décide d'aller au Congo Brazzaville. J'ai vu DSMP en Angola, Lupopo en Zambie. Je me demande, que reste-t-il encore pour notre pays? Que reste-t-il encore? C'est ça même la question. Quelle est la souveraineté? Si nous sommes incapables d'organiser nos propres matchs sur le sol congolais, que reste-t-il de notre pays? Alors, où est-ce que le président de la République a réussi? S'il ne fût dans les sports où Kabila, le plus médiocre des présidents jusqu'à présent, Kabila, le plus médiocre des présidents que le Congolais a chassé avec tout son régime en 2018, Kabila a réussi, ne fût-ce à nous donner des coupes avec les léopards, la CHAN. 2 fois. Si c'est les CHAN plutôt. Jusqu'à présent, Félix Tshisekedi, en tout cas, aucun trophée. Très bien, je vais revenir à vous. En matière de sport. Et j'aimerais ouvrir une brèche. Rapidement. Nous avons tous suivi les déclarations de notre champion, Martin Bakole. Quand vous analysez les 2 faits, vous constatez que non, la faute n'est pas Moïse Katumbi. La négligence avec laquelle Martin Bakole est traité, c'est la même chose avec la négligence à laquelle nos stades sont traités.
vous constatez qu'il n'y a pas une politique en réalité sur les sports congolais. Et je vous signale d'ailleurs si nous prenons les deux exemples. Tiré sérieusement à boulet rouge. Exactement, si nous prenons les deux exemples, et ça tombe même à pic. Si nous prenons l'exemple de Bakole, qui est en train de se plaindre, de pleurnicher, parce qu'à un mois de son combat, M. Martin Bakole, qui est l'ambassadeur du sport congolais, avec un passeport diplomatique qui fait la fierté, qui est bloqué ici, qui n'arrive pas à voyager parce que l'État est incapable de débourser de l'argent. Aussi longtemps, il y a des détournements matin, midi, soir. Des détournements et des projets bidons créés pour détourner de l'argent. Donc, si nous prenons ces deux exemples, si nous prenons les cas Bakole, nous prenons les stades, on constate que c'est fait sciemment, ce régime n'a pas une vision sur la politique. Donc, ça n'a rien à voir avec Moïse Katumbi. Très bien. Donc, c'est Moïse, si pour eux c'est Moïse Katumbi, j'aimerais dire donc Moïse Katumbi a corrompu également Bakole pour faire cette vidéo. Très bien. Je vais revenir à vous. Ça, c'est clair. Je vais revenir à vous pour trouver la réponse sur le choix des clubs congolais d'aller jouer ailleurs, au détriment du stade tout-puissant Mazembe. Alors, merveille, l'argent a été déboursé. Si vous passez sur les boulevards triomphal, vous allez voir que le stade des Martyrs est aujourd'hui encerclé par des tôles, il y a des travaux qui se font. Mais comment expliquez-vous qu'à l'arrivée des inspecteurs de la CAF, que le stade ne soit pas en mesure d'être homologué jusqu'à pousser nos clubs à aller jouer ailleurs? Comment justifiez-vous cela? Vous savez, Hervé, c'est la mauvaise foi, c'est l'incompétence, tout ça. Non, mais écoutez, en tout cas, avant que les inspecteurs de la CAF ne viennent, on nous a fait ce qu'on appelle de la propagande, des travaux. Oui. Il y a des sièges qui ont été placés au stade des Martyrs. En tout cas, moi, j'ai été très à l'aise avec l'arrivée des inspecteurs de la CAF et je me disais, au moins, Kinshasa va abriter tous les matchs des interclubs et même notre équipe nationale va s'illustrer ici à Kinshasa. Mais j'étais surpris, comme tout le monde, que le stade des Martyrs ne remplissait pas les critères. Pas que le stade des Martyrs, le stade Kibasa Maliba, avec tous les bruits qu'ils ont fait. On a parlé des la nouvelle 10 millions de dollars, je pense. La pelouse synthétique, etc. Je suis étonné d'apprendre que même le stade Kibasa Maliba n'est pas homologué. Comme d'habitude, on pointe du doigt Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Moïse Katumbi a fait? Il a monté un coup. Le péché de Moïse Katumbi, c'est d'avoir mis en place une équipe sérieuse, capable de tenir son stade. Je rappelle que le stade TP Mazembe est un stade privé. Ça veut dire sur initiative de ses dirigeants. Alors, M. Moïse Katumbi et le TP Mazembe, j'ai vu ce matin, a publié un communiqué pour... c'est depuis hier d'ailleurs. C'est depuis hier, mais c'est ce matin qu'on a vu vraiment ce communiqué être répandu. Que voilà, le stade TP Mazembe est là pour tous les clubs congolais. Si Moïse Katumbi l'a fait, je suppose, parce que Moïse Katumbi savait que l'ASV Club et les autres clubs congolais n'ont pas non seulement qu'ils n'ont pas de terrain, mais pouvaient également se permettre d'aller en dehors de la RDC. Je rappelle que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Ça veut dire que même si le stade TP Mazembe est construit par Moïse Katumbi et le TP Mazembe, il faut savoir que l'État congolais a le droit sur ce stade. Pour preuve, le TP Mazembe paye les impôts fonciers chez l'État congolais. Ça veut dire que l'État congolais a un mot à dire. L'État congolais peut se réveiller un beau matin et dire que voilà, pour des raisons de respect d'ordre public, voilà, nous vous demandons de casser ici et d'aller là-bas. Ça veut dire que l'État congolais a ce pouvoir-là. Mais je trouve insensé que l'on décide, que les dirigeants de nos grands clubs engagés aux compétitions interclubs prennent la décision d'aller se produire ailleurs.
c'est premièrement la honte pour la République. J'ai bien dit la honte pour la République. Et puis, deuxièmement, ça donne, en fait, ça illustre le manque de sérieux de notre football, de notre fédération. Écoutez, lorsque vous avez ne fût-ce qu'un stade, il faut en profiter pour l'image du pays. Les querelles internes doivent rester au pays. Il ne faudrait pas que tout le monde, que tous les pays voisins, connaissent nos problèmes internes. Comme on dit, les linges sales, c'est là en famille. Ça veut dire que même s'il y a des problèmes politiques, parce que ce qui arrive aujourd'hui, en fait, donne l'image de nos problèmes politiques. Parce que je vais vous donner une explication claire. Le président de Saint-Éloi Lupopo, c'est le gouverneur du Haut-Katanga. Le président de l'ASV Club, elle est conseillère du président de la République. Et puisque Moïse Katumbi aujourd'hui est dans l'opposition, et donc aller jouer au stade TP Mazembe... Mais c'est quoi le rapport entre le football et la politique? Non, écoutez, il y a un rapport. Aller jouer au stade TP Mazembe, c'est valider le leadership de Moïse Katumbi. Non, mais c'est clair. C'est valider le leadership de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi ils ont décidé d'aller ailleurs. Alors que c'est insensé. Dans le football, il fallait mettre tout ça de côté. Mais plusieurs fois, on a vu les Léopards aller jouer au stade Mazembe. Ça n'a jamais posé de problème. Oui. Et je donne un autre exemple. Lorsque on organise l'équipe nationale, n'est-ce pas qu'on prend les joueurs de tous les clubs? Exact. On prend les joueurs de tous les clubs. Avec ce qui arrive, ça ne m'étonnerait pas de voir l'équipe nationale aller se produire au Congo-Brazzaville et laisser le stade TP Mazembe. Autre question. Alors, à quoi ont servi les résolutions prises lors des États généraux des sports? Encore une fois, de l'argent jeté. Parce que lors des États généraux, on a déboursé des sommes d'argent pour prendre en charge tous les participants, les perdièmes et autres. Malheureusement, à quoi ont servi ces travaux? Rien Parce du que tout. Là, on n'a pas de terrain. Rien du tout, on n'a pas de terrain. On n'a pas une politique sportive. On n'a pas une politique. Vous savez, quand j'ai vu les images de notre stade des Martyrs, je vous dis que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, écoutez, même si les gens sont en train de raconter sur la toile que voilà, Moïse Katumbi a corrompu les agents de la CAF, Moïse Katumbi influence la CAF, moi je dirais même que si Moïse Katumbi est capable d'influencer la CAF, mais c'est positif pour la RDC. Un monsieur comme ça, il faut l'avoir par exemple comme président de la République. Il profite de sa position au niveau de la FIFA pour déranger pas les autres clubs au niveau du pays. Je ne pense pas. Écoutez, vous savez, ce qu'on a vu au stade des Martyrs, même moi qui suis congolais, si on me demandait d'inspecter, de donner mon avis, en tout cas, je ne veux pas homologuer ce stade-là. Gramik, je reviens à vous. La question sur le choix des clubs congolais d'aller jouer ailleurs, en Angola, en Zambie, à Brazzaville, au détriment du stade Mazembe. De quelle manière expliquez-vous cela? Là, c'est un théâtre. C'est un théâtre de mauvais goût même. Quand j'ai vu, je rentre un peu en arrière, quand j'ai vu les images du stade des Martyrs, je me suis dit, quelle est la différence entre les bicoques de Pacadjouma et ce stade des Martyrs? Je me suis dit, quelle est la différence entre les bicoques au niveau des Pacadjouma? Donc je me suis dit, ici c'est Pacadjouma ou bien c'est le stade des Martyrs? Parce qu'en tout cas c'est très sale. C'est très sale, un stade des Martyrs qui héberge même les Chégués et qui ne le sait pas. Des Chégués ont élu domicile là-bas dans les stades des Martyrs. Et ils font leurs toilettes partout. Et on sent l'absence de l'autorité de l'État. Ce stade est un patrimoine. On a déboursé de l'argent. Depuis que Mobutu a construit ce stade, jusqu'à présent, on n'en fait même plus des stades. Et ce stade est resté inachevé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les régimes qui ont succédé Mobutu ont fait? Rien. Ni les régimes Kabila, ni les régimes Tshisekedi. J'ai les documents ici, publiés par Stanis, seulement pour le stade des Martyrs. Achat pelouse hybride
1 790 000 $. Achat pelouse synthétique pour les terrains annexes du stade des Martyrs. 1 240 000 20 000 sièges ordinaires et 200 sièges VIP. 478 950. Quand je prends la rubrique achat pelouse synthétique pour les terrains annexes du stade des Martyrs, on a déboursé plus de 1 million. Allez-y voir si dans ces terrains-là, il y a de la pelouse. Il n'y a rien. C'est sablonné, ces terrains-là. Aussi longtemps, on a déboursé 1 240 000 $. Là, j'en appelle même à l'IGF d'aller enquêter là-bas. Je lance cet appel à M. Jules Alinguete parce qu'on ne peut pas être là dans ces régimes. Vous pourriez en tout cas nous citer quel est ce projet qui a réussi dans ces régimes. Tous les projets de ces régimes, il y a toujours des détournements. On ne fait absolument rien, il y a toujours des détournements. Si on détourne même dans le fief électoral du président de la République, vous pensez que ces gens-là pourraient être de bonne foi pour travailler ne fût-ce ailleurs? Si dans le fief électoral du président, là où on élu le président massivement, on est en train de détourner et de voler de l'argent des projets. Et alors au stade des Martyrs, moi je pense que c'est être un peu malhonnête de dire que ce monsieur... Les choix de club d'aller jouer ailleurs, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que c'est simplement de la rivalité sportive? C'est clair, il n'y a plus de la politique, il n'y a plus de rivalité sportive. D'ailleurs, même dans les sports, on dit fair play, comme on dit. Donc moi, je ne trouve aucun péché. On est adversaire, mais pas ennemi. Parce que déjà, nous le constatons, quand il y a un match de l'INAFoot, Vita va se déplacer pour aller jouer à Lubumbashi avec Mazembe dans les stades de Mazembe. Ça s'est fait en tout cas. Vita s'est même entraîné là-bas. Vita a même déjà joué les matchs de compétition africaine au niveau de Mazembe là-bas, à Lubumbashi. Alors, sur base de quoi actuellement, aujourd'hui, Vita peut se décider que non, je n'irai pas jouer au niveau du stade de Mazembe, j'y vais au niveau du Congo-Brazzaville. Moi, je me pose la question. S'ils pensent que c'est comme ça, alors qu'ils délocalisent, soit qu'ils ramènent également les supporters là-bas également. Parce que moi, je me dis, si le football, si les dirigeants sportifs ont jugé, on dit que non, certains matchs, ou soit les matchs doivent également se jouer là où l'équipe s'entraîne, là où l'équipe a son siège. Moi, je pense que c'est pour la motivation de joueurs. Parce qu'on s'est dit que là, il y a des fanatiques, il y a des supporters qui sont là, qui viendront pour encourager les athlètes. Mais aussi longtemps qu'on déplace les matchs au niveau, c'est vrai qu'au niveau des Brazzaville, il y a également des Congolais, mais en nombre, c'est tellement inférieur par rapport ici à Kinshasa. Et moi, je pense et je le crois bien, ça sera en défaveur. Si déjà même, on a des difficultés pour organiser des compétitions au niveau local parce que le vol poserait problème. Parce que les équipes là n'ont pas d'argent. On doit se dire clairement. Ça fait 2 saisons d'affilée que ces équipes là plus à... Exactement. Donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est du théâtre. Jusqu'au bout. Si ces équipes là n'ont pas d'argent pour faire des vols au niveau local, ici, avec des petites sommes, ils attendent à ce que le gouvernement finance et maintenant ils se disent que non, on va aller jouer au Congo, à Brazzaville. Donc c'est clairement du théâtre. Et du théâtre qui sont en défaveur même de ces équipes et de ces joueurs. Moi je ne vois pas un joueur qui n'est pas habitué à jouer par exemple au niveau de Brazzaville, aller là-bas pour une compétition à ce niveau africain. Moi, je pense que c'est du théâtre, c'est purement de la politique. Ils se disent que non, tiens, comme on sait déjà que le sport en RDC est politisé. Là, on ne doit pas se voiler de face. Le sport en RDC est politisé. Vita, c'est le pouvoir avec Bestine. Kazadi, Lupopo, c'est le pouvoir également avec Kiaboula. Imana, il y a également des acquaintances de Vidi et Chimanga, là-bas qui est un membre très influent. Et Vidi et nous tous, nous savons ces acquaintances avec le président de la République. Et c'est clair pour ces gens-là aller jouer au niveau des Mazembe. C'est validé. Écoutez, pour compléter, en tout cas les gens pour citer, parce qu'on doit parler de la situation au niveau de l'Est. Il faut savoir qu'à ce niveau de la compétition, l'État congolais débourse de l'argent pour les clubs engagés. Ça veut dire, premièrement, on fait dépenser à l'État congolais beaucoup d'argent parce que le terrain de TP Mazembe appartient à Moïse Katumbi. Quand je dis appartient à Moïse Katumbi, c'est en tant que président de ce club-là. Ça, c'est de un. De deux, je l'ai dit, l'image
de la RDC. Comment les pays voisins vont en fait comprendre que les clubs congolais décident de venir chez nous alors qu'ils ont un stade homologué. Ça n'a pas d'explication. Ça n'a pas d'explication. Vous savez, ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement ce qu'on appelle de la mauvaise foi. C'est tout simplement ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Parce que ils pouvaient simplifier les choses en allant jouer à Lubumbashi. Mais ils sont libres de choisir où ils veulent. Non. Écoutez, ils sont libres si et seulement si aucun stade congolais est homologué. Mais au moment où nous avons ne fût-ce qu'un stade, même si c'est à Mupompa là-bas, ils ont le devoir d'aller jouer là-bas. Et là-bas, ils vont louer ces stades, hein? Non, justement. C'est pas gratuit. Ils ont le devoir d'aller jouer là-bas. Refuser, c'est manquer du respect à tout un peuple. Exactement. Le peuple congolais, là, ils viennent de manquer du respect. Je vais vous dire une chose. Par exemple, le choix de Saint-Éloi Lupopo, ils ont décidé d'aller jouer en Zambie. Je vous pose la question, si c'était Mazembe qui avait décidé d'aller jouer en Zambie, c'est clair. La toile serait aujourd'hui enflammée, je vous dis. Très bien, on allait traiter Moïse Katumbi de tous les mots. Mais là maintenant, personne n'en parle. Nous sommes peut-être l'un des rares journalistes à dénoncer ce qui se passe. C'est grave, on doit dénoncer. Une dernière question, vous dites d'abord à vous. Serge Condé doit-il être maintenu au gouvernement et à la tête de ces ministères, ou vous pensez que le problème c'est plutôt au niveau de la politique qui pose problème? D'abord, c'est au niveau... D'abord, Serge Condé doit démissionner. Pourquoi? Il doit démissionner parce qu'en tant que ministre des Sports, les travaux au stade des Martyrs étaient sous sa responsabilité. Exactement. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, la FECOFA. Parce que les installations et autres, c'est sous la responsabilité de la FECOFA. J'aimerais dire quelque chose. Rapidement. Tous les ministres des Sports qui sont passés par là ont déboursé de l'argent pour la réhabilitation de ces stades. Mais à chaque fois que la CAF vient pour inspecter, il y a toujours des problèmes et ils promettent toujours à la CAF qu'ils vont améliorer. J'ai même vu quelqu'un mettre les images de l'inspection des agents de la CAF. Ils étaient en train d'expliquer. La CAF posait la question. Ça, c'est quoi? Ils disent, ça, c'est la tribune. Le monsieur dit, ah bon? Donc, vous sentez que le monsieur est étonné de voir l'image du stade, de l'intérieur du stade et la pelouse et on appelle ça comment, des gradins tels qu'ils ont déboursé de l'argent. Donc vous sentez vraiment un contraste, comme on dit. Très bien. Gamik, est-ce que la CAF va-t-elle accéder au recours de la FECOFA? Mais ce qui est sûr, hein, la CAF, c'est qu'il y a beaucoup de théâtre ici. Parce que c'est la CAF qui a demandé à la FECOFA ou soit au ministre des Sports d'essayer un peu d'arranger. Parce que les inspecteurs de la CAF étaient venus ici. Ils ont noté des recommandations. Ils ont donné aux dirigeants du sport congolais pour essayer un peu d'arranger compte tenu de ces recommandations. En se basant sur ces recommandations. Et là, rien n'est fait. Il y a du théâtre. Vous pensez vraiment que ces gens-là pourraient se laisser faire avec ces théâtres congolais? Aussi, en temps, ils savent. Ce n'est pas la première fois que la RDC a toujours posé problème. Je prends un autre point. Ces jeux ici de la francophonie, les 9e jeux. J'allais en parler d'ailleurs. Les 9e jeux de la francophonie, jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qui est fait. Mais l'argent... Mais on a vu ça, Maloukoun est récemment allé inspecter les... Comment on appelle ça? Les stades Tata Raphaël. Après, vous allez dire... la représentante, la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise, là, après, c'est la alors, c'est exactement. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Allez au niveau du stade Tata Raphaël, rien n'est fait. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et puis, on va dire que non, c'est Katumbi, c'est l'opposition, ce sont des haineux, c'est le Rwanda, ainsi de suite. Oui. Vous prenez la parole pour parler de l'insécurité. Ah, ça, c'est quel débat, ça? Non, mais écoutez, c'est que ce débat nous oblige à prendre ces positions. Christian Yamabou, tu m'as mis en difficulté, cher ami.
Ce sont des vérités. L'insécurité, vous voulez dire? Oui, on va parler de l'insécurité avec cette histoire de l'EAC. La population continue de manifester pour exiger le départ de l'EAC. Entre-temps, le président de la République continue de plaider, continue son périple diplomatique. Il a été à Bujumbura pour les mini-sommets EAC, à Brazzaville, à Angola, Afrique du Sud. Il a été au Comores pour demander au prochain président de l'Union africaine de penser sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Finalement, la situation viendra d'où face à ces problèmes? La solution ne viendra ni de l'Orient, comme on dit dans la Bible, ni de l'Occident. Le problème, c'est à l'interne. Nos militaires qui ne sont pas bien payés, un militaire qui va en guerre et qui laisse sa femme affamée, ses enfants affamés, les enfants ne vont pas à l'école, non scolarisés. Vous pensez qu'il va se sacrifier pour le pays? Pas du tout. Pas détenu même. Vous imaginez? Le problème, c'est au niveau interne. Il faut organiser ou réorganiser, ça dépend de vous, l'armée au niveau interne. Parce que l'EAC vient ici avec un agenda caché, comme on dit. Je l'ai toujours dit que l'armée de l'EAC est composée de nilotiques. Ces gens-là, ils ont des ambitions expansionnistes. Donc quand ils viennent, ils veulent gagner de l'espace. Surtout que je vous apprends au Rwanda aujourd'hui, le nombre de la population est doublé, et a augmenté, doublé par 2. Donc ils sont obligés de chercher de l'espace parce qu'il n'y a plus de l'espace. Ils doivent garder de l'espace pour l'agriculture, pour nourrir cette population-là. Et ils regardent au Congo d'en face, il y a de l'espace, et le Congo d'en face n'est pas organisé. Voilà pourquoi ils viennent chez nous. Et cette armée-là est en fait financée en grande partie par la communauté internationale. La communauté internationale qui est contre la RDC, je l'ai dit, qui pense aussi que les richesses de la RDC devraient leur revenir. Donc, avec ces gens-là, vous pensez vraiment que nous pouvons avoir la paix à l'Est? Vous pensez vraiment que cette armée-là, l'armée de l'EAC, va résoudre le problème de l'insécurité à l'Est? Je dis non. Si nous voulons que cette guerre prenne fin, il faut tout simplement mettre des moyens à l'interne, nous organiser notre armée, bien payer nos militaires, prendre en charge les familles militaires. Quelqu'un qui va en guerre, il sait que sa femme et ses enfants sont bien protégés. Il va se battre. Mais quand ils sont là-bas, vous allez voir que les responsables militaires eux-mêmes mentent même sur l'effectif des militaires. La ration qui arrive, ils détournent la ration des militaires, et ils vendent même des armes. Il y a beaucoup de secrets qui sont cachés là-bas au niveau... Mais bizarrement, les auteurs de ces actes ne sont jamais sanctionnés. Jamais sanctionnés. Et certains auteurs sont même connus. Nous les connaissons, mais comme d'habitude, ils ne sont pas sanctionnés. Soit ils sont interpellés, et après on oublie. Et c'est grave. Si nous voulons que ce pays change, si nous voulons que la guerre cesse à l'Est, dans l'Est de la RDC, nous devons mettre au sérieux. Nous devons nous organiser à l'interne, comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, parce que sinon, la population va se prendre en charge. Vous l'avez vu avec la population de Goma. Ils sont sortis dans la rue, et le pire dans tout ça, c'est que avec ces troubles, les rebelles peuvent en profiter. C'est faufiler derrière la masse et faire tomber la ville. Très bien. Voilà pourquoi moi je pense que on doit faire très attention, parce que si Goma est pris, la prochaine ville, ça sera Bukavu, ça sera le Maniema et la suite, et nous risquons de nous retrouver à la situation des 1+4 avec les Bemba et les autres. Kinshasa risque d'être coupé
de la partie Est. Très bien. Ça, c'est grave. Gramic, le président de la République, en accédant au pouvoir, avait déclaré qu'il avait trouvé une armée structurée, une armée organisée, mais quelques temps après, nous sommes frappés par la guerre. On nous parle aujourd'hui d'un budget de 16 milliards de dollars américains. Pourquoi ne pas penser à une politique qui aura pour objectif de doter notre armée de plus de moyens, de plus d'équipements, en lieu et place de recourir aux armées extérieures? Merci beaucoup pour la question, j'y reviendrai, mais j'aimerais lancer cet appel à Moïse Katumbi, parce que là, j'ai vu que Martin Bakolé a livré une interview chez notre confrère Israël Moutombo, en disant que c'est le président de la République et qui lui avait promis de les soutenir, en tout cas de prendre en charge tous ces frais, des voyages, des combats, ainsi de suite. Là, il n'en est pas. Il n'y a pas de réalisation de ces promesses du président de la République. Encore une autre promesse non réalisée par le président de la République. Donc, tout citoyen, je pense qu'il y a une promesse du président non réalisée et c'est regrettable. Moi, j'aimerais lancer cet appel parce que je vois que Moïse Katumbi Seba, matin, midi, soir, pour essayer un peu d'épargner la République. Martin Bakolé a lancé son appel à Bédachour. Oui, c'est également ça. Malheureusement, c'est ça un peu politisé, quoi. Parce que j'essaie, nous savons tous les acquaintances de Martin Bakolé, ce n'est pas également de sa faute, c'est un athlète, et il pense que les régimes pourraient les soutenir, et il ne pouvait pas en tout cas parler de Moïse Katumbi par peur des représailles, par peur de ce qui pourrait lui arriver encore. Moi, je pense que je lance à la place de Martin Bakolé parce que je suis congolais et j'aimerais que les drapeaux congolais flottent au niveau de l'Angleterre, que M. Martin Bakolé gagne ces combats. Il est temps que M. Moïse Katumbi jette un coup d'œil concernant les cas de M. Martin Bakolé. Très bien. Parce que le combat, c'est ici le 4 mars. Donc, pratiquement dans quelques jours. Si jusqu'à présent rien n'est fait, je pense que ça sera très décevant pour nous, les amoureux de la boxe. Je pense que Moïse Katumbi pourrait faire quelque chose, il est habitué à le faire. Vous vous rappelez des matchs des Léopards ici à Kinshasa, les supporters quinois entraient dans les stades gratuitement parce que M. Moïse Katumbi payait les frais, payer les billets. Je reviens sur ma question Gramic. J'ai lancé cet appel à Moïse Katumbi. Je pense que Salomon Escadé pourrait en tout cas transmettre ses vœux de la population. Très bien. 16 milliards de dollars pour les budgets. Pourquoi on n'a pas doté l'armée de plus de moyens, de plus d'équipements, plutôt que de recourir à l'EAC? Mais il faut avoir des gens compétents et des gens capables pour penser à cela. Est-ce en face de nous, nous avons des dirigeants sérieux qui peuvent penser que non, il y a des priorités et la première priorité pour un État, c'est la souveraineté. Et quand on parle de la souveraineté, c'est d'abord la défense. C'est vrai que les finances, la défense, c'est d'abord ça la priorité. Est-ce nos dirigeants réfléchissent comme ça ou bien nos dirigeants, c'est d'abord leur poche? Je constate que pour nos dirigeants, c'est d'abord leur poche. Quand je vois que l'armée n'a pas... je constate qu'il n'y a pas un armement sophistiqué pour notre armée et que le président a un jet qui se déplace avec actuellement. Il a fait pratiquement 5-6 pays. Je constate que les priorités sont déplacées. La priorité n'est pas ce que nous, la population, nous voudrions. Les priorités sont ailleurs pour nos dirigeants. Le président de la République a dit ceci: si la paix ne revient pas à l'Est, c'est un échec pour mon mandat. Mais c'est le même président qui, quand il se déplace à l'intérieur du pays, il appelle aux Congolais de voter pour lui. Sur base de quoi? C'est contradictoire en tout cas. Sur base de quoi le président de la République actuellement pourrait demander, c'est vrai que c'est également de la pré-campagne, mais sur base de quoi le président de la République pourrait actuellement demander au peuple congolais de lui donner un second mandat? Aussi longtemps, lui-même a dit que si la paix ne revient pas à l'Est, c'est un échec. Moi, je suis très touché et ça me dérange matin, midi, soir, parce que j'ai fait des émissions, je présente des émissions, je suis un producteur, des Congolais m'écrivent matin, midi, soir. Actuellement, Goma est asphyxié. Goma est coupé, en tout cas.
tous les territoires, toutes les villes qui entourent Goma, qui desservent Goma des denrées alimentaires, ainsi de suite. Ces villes-là sont actuellement prises, sont en otage par les M23. Et Goma aujourd'hui est asphyxié. Mais les dirigeants semblent être ailleurs. On voit les présidents aller parler de ça partout où ils passent, même au Comores. Qu'est-ce que nous, la République démocratique du Congo, pourrions-nous attendre des Comores? C'est les prochains présidents s'il vous plaît, de l'Union africaine. Le président lui-même était président de l'Union africaine. Si lui-même, le président, étant que président de l'Union africaine, n'a pas su gérer cette guerre de l'Est, étant que président de l'Union africaine, alors qu'est-ce que le président comorien pourrait faire? Moi, je pense que c'est même une honte. Si le grand Congo, la RDC, le pays de Lumumba, nous constatons simplement que nous n'avions plus de patriotes comme de Lumumba dans ces pays. Des gens qui peuvent penser d'abord la vie des Congolais. La vie humaine, elle est sacrée. Là, c'est la Constitution. La vie humaine, elle est sacrée. Mais aujourd'hui, les Congolais décèdent matin, midi, soir. Comme nous sommes en train de produire une émission comme ça, il y a un Congolais à l'Est qui est tué. Il y a une maman à l'Est qui est violée. Il y a un enfant qui devient orphelin actuellement. Il y a des déplacés. Si nous sommes même incapables de prendre en charge nos déplacés, pourriez-vous imaginer que le Congolais sait que l'agresseur, le criminel assassin, c'est le Rwanda. Mais il préfère fuir au Rwanda. Il y a des déplacés de guerre au Rwanda, congolais, qui préfèrent aller au Rwanda. Parce qu'ils savent que même ici, s'ils fuient ici au niveau interne, il n'y a pas à manger. Il n'y a rien. Il y a risque même qu'ils soient tués même. On a vu des camps de réfugiés attaqués. Et ces provinces-là sont en état de siège. Commençons d'abord par analyser les bilans de cet état de siège. Quel est le bilan de cet état de siège? C'est rien, mais jusqu'à présent, on est sous état de siège. Et ce gouverneur-là, les militaires sont inchangés jusqu'à présent. Qu'est-ce que le président de la République attend pour limoger ces gouverneurs? Qui on constate réellement que non, ils ne foutent rien. Il n'y a rien qui se passe là-bas, les Congolais meurent. Et c'est pourquoi vous voyez que la population se prend maintenant en charge, parce que trop c'est trop. Très bien. Trop c'est trop, la jeunesse est décidée. La jeunesse c'est dit que c'est le moment d'en finir avec ces gens, parce que nos autorités le font. Écoutez, j'aimerais compléter quelque chose. J'ai vu même sur la toile, les gens dire que voilà, le président Tshisekedi est allé au Comores parce que le président comorien, c'est le prochain président de l'Union africaine. Qu'est-ce que la RDC doit attendre d'une organisation qui est financée à 90% par la communauté internationale. Les multinationales. Les multinationales. Donc ça veut dire que c'est... Ils font la guerre au Congo. Non mais écoutez, ça c'est se moquer des Congolais. Macky Sall était président de l'Union africaine. J'ai même vu le président... Il est encore. Le président lui voilà, le président congolais est allé au Sénégal. Et à la fin... le président Macky Sall remercie le président présent. Il n'a même pas remercié le président congolais. Alors je vous pose ma question. Le M23 continue d'avancer. Entre-temps, nous nous comptons toujours sur l'aspect diplomatique. J'ai vu d'ailleurs récemment le CESAC frapper aussi certains médias rwandais qui émettent ici à Kinshasa par bouquet Canal Sat. Nous attendons quoi pour passer à des mesures beaucoup plus sérieuses? J'ai même vu quelqu'un poser la question sur les réseaux sociaux. Et si la RDC songeait à la Russie? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Jusqu'ici, nous sommes vers le bloc libéral, vers la démocratie libérale. Et avec ce qui se passe, moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que on constate que les M23 continuent à avancer. Peut-être qu'on en fait moins de bruit maintenant, mais je peux vous rassurer que les M23 ont pris maintenant beaucoup plus de territoires qu'avant. Ça, je vous l'ai dit. Si vous n'avez pas, la situation va de mal en pire. Et aujourd'hui, même le Sud Kivu est menacé. Le Sud Kivu est menacé. Il a parlé du bilan de l'état des sièges. Il faut faire le bilan de l'état des sièges. Parce plus d'une année déjà. Je vous dis que on avait retrouvé des rebelles, du M23, quelques rebelles à Goma. C'est même ceux qui avaient créé ce soulèvement-là. On les a retrouvés. Heureusement que la population était vigilante. Sinon, en tout cas, aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Les médias internationaux seraient
alerté aujourd'hui, et même nous, on écrirait autre chose sur nos tweets et on recevrait maintenant là des menaces comme on nous menace maintenant, alors que nous dénonçons. Vous savez, si on ne fait rien, nous risquons de voir le Congo être balkanisé. Parce que le plan, c'est vraiment la balkanisation. Et c'est grâce à des lanceurs d'alerte comme nous que jusqu'ici, le Congo n'est pas encore balkanisé. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de monter leur coup avec la complicité de certains dirigeants de ce pays, nous alertons parce que nous avons l'information. Parce que nous avons l'information. Donc, en tout cas, actuellement là, l'unique solution, c'est le sérieux. Ça, c'est de 1. Le sérieux. Le sérieux est synonyme de l'organisation de l'armée. De l'organisation de l'armée. Notre armée n'est pas organisée. Notre armée n'est pas organisée. Le président qui a toutes les informations du pays a déclaré haut et fort qu'il avait trouvé une armée structurée et organisée. Il avait trouvé une armée structurée et organisée quand il est arrivé, il y a 4 ans passés. Mais 4 ans après, parce que quand il est arrivé, les M23 n'étaient pas à ce niveau. Donc l'armée était structurée. Donc l'armée était structurée grâce à Joseph Kabila. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a fait 4 ans. Dans les 4 ans-là, il y a eu un désordre bien organisé. J'ai bien dit un désordre bien organisé parce que on a vu l'armée, les rebelles du M23 avancer, prendre des territoires. On a même vu l'agresseur Kagame se dévoiler. Avant, Kagame s'est caché même. Mais Kagame s'est dévoilé et il a montré à la face de tout le monde que c'était lui. Mais malgré ça, nous sommes toujours incapables de l'affronter, d'attaquer le Rwanda. Incapables. Et il s'est même permis de tirer sur notre avion, sur notre territoire. Et on n'a rien fait. Incapable. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à parler de la diplomatie agissante. Nous allons au Burundi les rencontrer. C'est comme si nous sommes en train de supplier Kagame. Nous prenons la communauté internationale à témoin. Encore une fois de plus. Et nous allons aux Comores. Nous allons en Afrique du Sud. Nous allons dans tous les pays là que vous connaissez où le chef a sillonné après l'achat de son avion que nous avons constaté. Le rodage aéronautique. Comment on l'appelle, le rodage aéronautique. Et voilà, nous sommes là. On continue à parler de la diplomatie. Et si on essaye de critiquer, on nous traite de tous les mots. Très bien, Gami, grâce à la diplomatie menée par Félix Tshisekedi, la communauté internationale aujourd'hui pointe du doigt également, comme la RDC le fait, les Rwandais comme principal agresseur de notre pays. Est-ce que la diplomatie à elle seule suffit pour remettre de l'ordre dans la partie est du pays? La diplomatie appliquée par les régimes en place n'est pas très efficace. Moi, je vous donne toute la communauté. Moi, je donne une information. Actuellement, la communauté internationale pointe également du doigt à la RDC et d'être des mèches avec les FDLR, d'être des mèches avec des Maï Maï, des Niatura, ainsi de suite, qui est même en défaveur de notre pays. Déjà, quand la communauté internationale dit que non, tous les pays de la sous-région, on prend tous les pays de l'EAC, doivent également cesser de soutenir des milices. Ils ne pointent pas du doigt seulement Rwanda. Ils pointent également, soit la communauté internationale pointe également du doigt à la RDC, qui pour la communauté internationale, la RDC est en complicité, FRDC opère avec les FDLR. Là, c'est même la thèse de Kagame. C'est-à-dire que Kagame réussit à faire avaler également à la communauté internationale sa thèse, en disant que les FRDC opèrent avec les FDLR, et les FDLR qui détruisent, selon le Rwanda, leur pays. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de cette diplomatie qui ne fait absolument rien. La diplomatie actuelle ne fait absolument rien. Si la diplomatie faisait quelque chose, on allait constater des fruits. Je prends un exemple. Kagame dit ceci que non, les présidents, notre pays, je ne parlerai pas des présidents, notre pays ne respecte pas des accords, il signe des accords, et puis il vient ici, il dit autre chose. J'ai vu Mouyaya réagir, mais tu sens une réaction qui n'a, je ne sais même pas, qui est vidée de tout
toute substance. La réaction de Patrick Mouyaï est une réaction très honteuse. La réaction du gouvernement portée par Patrick Mouyaï. Exactement. La réaction de Patrick Mouyaï. Patrick Mouyaï étant que porte-parole du gouvernement, qui est vidé de toute substance même, qui est vidé de tout contenu. Une réaction honteuse, qui n'a pas su même répondre exactement et efficacement à Kagame. Et là, c'est une honte. Moi, je pense que ce qui est à faire actuellement, la classe politique congolaise, je constate qu'elle a échoué. Si Kabila a réussi même à défaire les M23, je me pose la question entre Kabila et ces régimes, qui a fait mieux? Parce que jusqu'à présent, les régimes actuels est incapables de défaire les M23. Je me pose la question, entre les régimes de Kabila et ce régime qui a fait mieux. C'est ça même la grande question. Parce que Kabila a su du moins, a réussi du moins à défaire les M23. Mais ce régime est incapable. Avec les budgets qu'on nous pompe ici, 16 milliards, avec, on a dit 1 milliard alloué à la défense, mais rien n'est fait. On a levé l'embargo ici. Qu'est-ce que nous attendons pour se procurer des matériels militaires? Je constate que ce n'était qu'un prétexte pour nos autorités. Ce n'était qu'un prétexte de dire que non, il y a une mesure de notification, il y a embargo. Aussi longtemps, on a levé cet embargo sur cette mesure de notification, on n'est pas toujours capable de se procurer des munitions, de se procurer des matériels militaires. Et quand je suivis les présidents de la République au niveau des Comores, on sent que le président n'est pas dans cette logique de faire la guerre. Le président n'est pas dans cette logique d'aller frontalement avec ce qui se passe. Pour le président, on doit procéder avec sa diplomatie. Aussi longtemps, c'est lui-même qui décrit encore que non, la diplomatie ne marche pas, le Rwanda n'est pas de mauvaise foi. Ici, très bien, on va parler élection pour terminer l'émission. On condamne on arrête Biselele. Mais c'est le président qui dit lui-même aux Comores que non, Kagame n'a pas voulu de win-win. Maintenant, qu'est-ce que Bifor a dit qui est différent de ce que le président a dit aux Comores? Le président l'a dit aux Comores que non, Kagame n'a pas voulu des partenariats win-win. Il veut la guerre. Mais ici, Biselele l'a dit, Bifor est arrêté. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que le président a dit qui est différent de ce que Bifor avait dit? Très bien. Que faire aujourd'hui pour contrer l'avancée des M23? Que faire? Mais je l'ai dit ici, il faut organiser notre armée. Il ne suffit pas de donner les moyens. Il faut non seulement donner les moyens à l'armée, mais faire les suivis. C'est rassurer que cet argent-là arrive à destination. Organiser l'armée. Prendre en charge les familles des militaires. Un militaire qui va en guerre, il doit être motivé. Motivé est synonyme d'être bien payé. Pas payé à temps seulement, mais être bien payé. Parce que nos militaires sont payés à temps. Ça, je peux vous le garantir, mais ils ne sont pas bien payés. Être bien payé, sa femme reste à la maison. Il est rassuré que sa femme va bien manger, va bien dormir. Ses enfants vont aller à l'école. Vous allez voir que ce militaire-là sera très motivé. Et là-bas, au front, ils doivent se rassurer que ceux qui commandent ces militaires-là ne soient pas des tops. Que ceux qui commandent ces militaires-là travaillent réellement pour les intérêts de la RDC. Vous allez voir là-bas sur le terrain des militaires, des commandants qui donnent des informations aux ennemis. Aujourd'hui, au XXIe siècle, celui qui a l'information, c'est celui-là qui gagne la guerre. Nos adversaires ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils ont des informations sur nous. Donc il n'y a pas de magie à faire. Il faut tout simplement organiser l'armée. Pourquoi et comment nos services n'arrivent pas à anticiper aussi certains coups? Parce que nos services... Ou soit à espionner aussi. Parce que nos services ne sont pas aussi bien financés. Je vous dis qu'il faut juste mettre les moyens. Il faut mettre les moyens. La DEMIAP, les services de renseignement, ces agents-là. Est-ce que vous savez s'ils sont payés combien? Je ne suis pas leur défenseur ici, mais il faut leur poser la question. C'est même pour ça que quand ils arrêtent les gens, la première des choses, c'est vous prendre votre porte-monnaie. C'est vous vider les poches parce qu'ils ne sont pas bien payés eux-mêmes. Ils ne sont pas bien payés. Le peu d'argent qu'on met à la disposition des services de renseignement, c'est détourné par les responsables eux-mêmes.
Et ça, c'est grave. Ça, c'est une réalité. Les gens qui nous suivent ou qui travaillent au service, ils le savent. Au renseignement militaire, c'est la même chose. On débourse un peu d'argent. Il a parlé de 1 milliard. 1 milliard devrait suffire normalement. J'ai bien dit. Avec 1 milliard, la RDC ne devrait plus se plaindre. Mais pourquoi avant 1 milliard est égal à après 1 milliard? C'est tout simplement parce que ceux qui sont censés utiliser les 1 milliard les détournent. Et malheureusement, ils ne sont pas punis. Au contraire, au Congo, quand vous détournez, vous montez en grade. C'est ça le mal ici. Vous détournez, vous montez en grade. Vous détournez, vous montez en grade. Très bien, on va boucler cette deuxième thématique de l'émission avec cette question à vous, Gramic. Pour une certaine opinion, l'EAC représente un sérieux danger pour la République démocratique du Congo au regard de son statut juridique qui lui donne même la possibilité de décider sur notre intégrité territoriale. Alors, comment sortir aujourd'hui de l'EAC? Est-ce que c'est faisable? Nous avons les atouts nécessaires pour quitter cette organisation sous-régionale. C'est très faisable, mais il faut oublier que les dirigeants actuels, soit les régimes actuels, les ferraient et permettent à la RDC de quitter. Quand l'Église catholique, ça a commencé par Muzito, qui a exigé les retraits de la RDC de cette fameuse structure d'Afrique de l'Est, personne n'a écouté. Ils ont traité des gens qui étaient contre des haineux, des sorciers. L'Église catholique l'a également dit, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. J'ai suivi Mbosso, je pense, avant-hier, qui a essayé de justifier, mais qui, au même moment, appelle le président de la République à essayer un peu de revoir avec la force sous-régionale. Moi, je constate que, je l'ai toujours dit, nos autorités doivent être sincères et dire à la population des vérités. J'ai l'impression qu'il y a des vérités que nos autorités cachent à la population. Moi, je pense que nos autorités doivent être sincères. Déjà, quand le président nous dit que la force régionale viendra par Bunagana, va attaquer les M23, on constate que ce n'est pas le cas. On a constaté que ce n'était pas le cas. Et le président n'est plus revenu pour essayer d'expliquer à la population. Parce que c'est le président qui l'a dit. Que non, cette force régionale viendra par Bunagana pour attaquer les M23. Ce qui n'était pas le cas. On nous a dit ici que les Rwandais ne feront pas partie de la force régionale. On a retrouvé 3 officiers, plus de 4 même, basés dans les quartiers généraux à Goma. Quartier général des forces régionales à Goma. On les chasse et puis c'est l'EAC qui nous demande encore des explications. Également, c'est ça. On constate qu'il y a certaines vérités, comme dirait Kagame, nos autorités signent des accords là-bas et puis ils viennent ici, ils disent autre chose. On constate que nos autorités ont des choses, connaissent des vérités, mais elles ne veulent pas dire la vraie raison. Je donne un exemple. En Ituri, les FRDC avaient encerclé un moment, c'était même, je pense, avant l'état de siège ou pendant l'état de siège. Les FRDC avaient encerclé les ADF. Ils ont, parce que parfois on jette toujours de l'opprobre, on dit toujours des mots contre notre armée, mais il faut souligner et rappeler à l'opinion que l'armée exécute. L'armée ne fait rien sans qu'elle puisse être saisie. C'est-à-dire que l'armée fonctionne avec des recommandations, avec des injonctions. Et ces injonctions, c'est plus politique. L'armée avait encerclé les ADF au niveau de l'Ituri. Les officiers, les commandants ont appelé ici à Kinshasa. Certainement, je ne sais pas ce que les autorités de Kin ont dit. On a vu les ADF être escortés, protégés par l'armée pour dire que non, on est en train de les faire sortir à l'extérieur de la province. C'est qu'il y a dessus pratiquement tout le monde. Et nous avions vécu tous ces témoignages même avec d'autres généraux. Des mêmes scènes qui se reproduisent. C'est-à-dire, moi je pense que nos autorités connaissent des vérités, mais elles ne veulent pas dire à la population. Moi ça me choque matin, midi, soir. En parlant de l'EAC, rassurez-vous, ça ne viendra pas. Nos autorités savent pourquoi nous sommes là-bas. Mais elles ne diront pas à la population. Très bien. Matin, midi, soir, on est en train de décrier. On décriait ici la présence de ces messieurs, ici l'ambassadeur
rwandais, Vincent Karega. On a même arrêté des gens, frappé, fouetté des gens. Il fallait attendre beaucoup de temps pour que ce monsieur soit expulsé. Mais jusqu'à présent, l'ambassade du Rwanda fonctionne. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe exactement? On sent une politique de CRR qui ne marche même pas. On sent qu'on n'a pas la maîtrise de la situation. Et c'est pourquoi moi je lance même cet appel à la population. Tout candidat président, tout présidentiable qui viendrait en 2023, posez-lui cette question sérieusement. Quelle est sa politique pour mettre fin à l'instabilité à l'Est? Apparemment, on sent que nos politiques ne réfléchissent même pas sur ça. Aussi longtemps, c'est ça les grands problèmes qui rongent, qui dérangent d'ailleurs d'ici. On sent que nos politiques ne réfléchissent pas sur ça. Posez la question à Fayoulou, posez la question à Chadari, posez la question. Fayoulou avait dit, lui, il va demander à Kagame de s'occuper. Vous avez suivi la réponse de Fayoulou. C'est pour vous dire que c'est tellement très clair que nos autorités ne prennent même pas le temps de réfléchir sur cette question. Je pose la question, est-ce que, je ne sais pas, on doit se poser, mais j'ai vu récemment une image où nos autorités, ou pas nos autorités, mais nos grands leaders politiques étaient allés voir un ministre, soit une ministre des Affaires étrangères belge. Vous pensez vraiment que Lutundu l'a appelé Fayoulou dans son bureau? Fayoulou va se déplacer. Mais là, on voit Fayoulou, Delis Sesanga, Olivier Kamita, Matata Pono se déplacer pour une ministre des Affaires étrangères belges. On sent que nos autorités, apparemment, je ne sais pas, on sent vraiment de l'hégémonie et qui prend en otage nos autorités. Et nos autorités se laissent aller avec cette pratique. Et moi, je suis très choqué de constater que nous avons des leaders qui ne savent pas s'assumer. Et je sens qu'il y a un manque vraiment du patriotisme. Très bien. Et c'est pour ça que nous vivons tout ça. Tout ce qui se passe, c'est parce qu'il y a un manque du patriotisme. S'il y avait du patriotisme dans les chefs de nos autorités, cette situation allait déjà finir. Et moi, je salue la jeunesse là de Goma, la jeunesse de l'Est. Sans ces compatriotes, peut-être, à cet instant, on aurait parlé d'autre chose concernant la superficie. Très bien. On va terminer cette émission en parlant du processus électoral. Merveille, vous avez la parole pour cette dernière thématique. Vous avez suivi au courant de la semaine, je crois que c'était jeudi, Madame Patricia Nsea, rapporteure de la CENI, s'est prononcée sur les déroulements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première zone opérationnelle. On parle des 12 millions d'enrôlés. Est-ce que 12 millions dans pratiquement 2 mois, n'est-ce pas un chiffre record pour la CENI? Vous savez, déjà 12 millions, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, moi je doute. Personnellement. Pourquoi doutez-vous? Je ne suis pas expert, mais je doute. Avec les machines qui tombaient en panne tout le temps, avec tout ce qui est arrivé comme problème, je suis en train de douter de ce chiffre-là. Mais bon, c'est la CENI qui a donné ce chiffre-là. Nous observons. Mais les gens doivent savoir que les matériels de la CENI posent problème. Et puisque les matériels de la CENI posent problème, ces chiffres-là ne devraient pas, ou pour être plus clair, ces chiffres-là devraient inquiéter sur la transparence de ce processus. C'est même pour ça que les PPRD avaient refusé de s'enrôler ou a refusé de s'enrôler parce que les PPRD ne voient pas clair. Moi, je ne demande pas aux gens de ne pas s'enrôler, mais tout simplement en tant qu'observateur, parce que là, je suis en train de m'exprimer en tant qu'observateur, je ne constate pas de la transparence. Je vois qu'on lance cette opération dans la partie Est où il y a l'insécurité. J'ai même vu les présidents de la CENI, le premier ministre rassurer le président de la CENI. Et j'ai vu les ministres lever plein de l'intérieur, dispositions sécuritaires et tout, pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Tant mieux. Mais pensez-vous que les rebelles du M23 vont vous laisser faire les choses facilement? Nous ne risquons pas de tomber
dans la même situation qu'avant avec ce qui s'était passé avec nos frères, si je ne me trompe pas, d'un territoire de la partie Est qui n'avait pas voté. Et puis Yumbi qui n'avait pas voté aussi. Voilà, qui n'avait pas voté. Et nous le savons bien que beaucoup de territoires sont aujourd'hui entre les mains du M23. Est-ce que nos compatriotes qui vivent dans ces territoires-là vont également s'enrôler? Tout ça, ça pose un sérieux problème. Un sérieux problème. Ça fait douter même, en fait, de la crédibilité de ce processus. Et encore, que les élections doivent être organisées normalement au mois de décembre, selon la Constitution. Est-ce que la CENI sera en mesure de couvrir toute l'étendue de la RDC dans le délai pour que nous ayons de bonnes élections? Très bien. Ça, ce sont des questions, je ne vais pas répondre. 12 millions d'enrôlés en moins de 2 mois. On a l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit aussi au niveau de l'étranger, en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Denis Kadima prouve à suffisance qu'il est réellement cet expert qu'on a attendu à la tête de la CENI. On a vu dans les réseaux sociaux des personnes avec plusieurs cartes d'électeurs, des personnes qui détiennent 4 et 5. On a vu ça dans les réseaux sociaux. On sait comment est-ce que ce processus est en train d'être effectué. Moi, je pense que ces chiffres-là avancés, on doit essayer de mettre en place une contre-expertise pour essayer un peu d'analyser les doublons, essayer d'analyser des fictifs, ainsi de suite. Moi, je pense que dans ces fichiers présentés, où on parlerait de ces nombres-là, je ne pense pas que ça pourrait être un vrai faux. Parce qu'on sait comment est-ce que ça se déroule ici. Il n'y a pas beaucoup de fiabilité, il n'y a pas beaucoup de sérieux. Mais pour parler de ces processus, j'ai vu même que la CENI a mis en place un numéro vert pour dénoncer des cas de corruption, ainsi de suite, où nous constatons jusqu'à présent, là c'est un cri d'alarme, des gens qui travaillent jusqu'à présent, plus d'1 mois, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés des gens qui font l'enrôlement. La première ère opérationnelle, jusqu'à présent, ces gens-là ne sont pas payés. Certains auraient reçu 30% seulement. Je me pose la question. De la somme globale. Je me pose la question si dans ces pays, on veut quoi? Également un autre cri d'alarme. Avant-hier, je me promenais, on m'interpelle par les agents de l'hôtel de ville, plus de 29 mois. Des gens qui ne sont pas payés. Les députés provinciaux, on a vu nous tous ce qui s'est passé. La primature. La primature. Et c'est très triste. Moi, je pense que notre pays mérite mieux. C'est vrai que nous appelons les Congolais à s'enrôler massivement pour que les élections se passent mieux, pour que les Congolais décident sur leur sort. Mais on constate qu'il y a une volonté manifeste de tripoter les processus électoraux actuels. Techniquement, on sent que la CENI est faible. La CENI n'est pas comment ça? Techniquement, avec un expert à sa tête. Denis Kadima, je ne sais pas où est-ce que Denis Kadima a déjà dirigé un processus électoral. Si ce n'est pas être observateur. Et ces pays-là même, je ne sais pas, on citerait des pays pêle-mêle. Denis Kadima n'a pas dirigé un processus électoral. Il était un observateur, ainsi de suite. Moi, je pense humblement, techniquement, que la CENI prouve assez de limites et assez d'insuffisances. Parce que ce qui se passe, on constate dans d'autres centres où il n'y a même pas de groupes, il n'y a même pas de panneaux, il n'y a même pas de lumière. On constate de l'amateurisme simplement. Après 3 cycles électoraux, normalement, les histoires devraient couler, en tout cas très facilement. Quand il y a toujours des couacs, ça poserait un très sérieux problème. Et jusqu'à présent, Denis et Kadima pleurnichent toujours parce que les moyens arrivent toujours en retard. Aussi longtemps, Nicolas Kazadi dit autre chose, Denis Kadima dit une chose. Donc on se pose vraiment des questions, qu'est-ce qui se passe exactement? Mais nous appelons la population à ne pas se laisser faire, à ne pas se fatiguer. La population doit être très vigilante. Parce que moi je sens que la population veut se débarrasser de ces régimes. La population ne se retrouve plus.
Et elle ne se retrouve pas. La population n'est pas d'accord avec ce qui se passe et la population a besoin d'un vrai changement. La population doit s'enrôler et voter. Et nous exigeons la tenue des élections de manière globale sous respect du délai constitutionnel. C'est-à-dire qu'en décembre 2023, le peuple congolais ne va pas accorder, ne fût-ce une seconde de plus, si les élections ne sont pas organisées. Comment vont se dérouler ces élections dans un contexte où la classe politique semble divisée? Tu sais qu'il dit de son côté, avec Bemba et Kamere certainement, de l'autre il y a Fayoulou, qui ne s'est peut-être pas encore aussi prononcé, bien que déjà candidat déclaré à la présidentielle. Katumbi également, Mouzito fait pratiquement cavalier solitaire. Comment ça va se jouer? Oui, exactement. Moi, je pense que le peuple congolais est mature. Le peuple va choisir en termes de vision politique, d'offres politiques. Et je pense que l'exercice lancé est par Mouzito et que chaque candidat, ou soit chaque parti politique, essaie un peu de présenter son offre politique à la population. C'est une bonne chose au lieu de faire des alliances sur base des noms. Parce que j'ai vu également, j'étais en train d'observer le processus d'enrôlement. Je suis arrivé à Massina, je constate que la population m'interpelle, il me cite un nom, Jean-Ngoï Mvouzi. Qui est-il? On me dit que c'est l'actuel ministre provincial des Finances dans le gouvernorat des Gentini Nkobila. Pour la population de Massina, c'est un bon monsieur, il fait des actions sur terrain, ainsi de suite. J'ai dit, bon, ok, mais attendez également son offre. Que ce monsieur Jean-Ngoï vous présente, qui ne se limite pas dans des actions sur terrain. C'est vrai que ça soulage la population. Mais j'ai dit à la population de Massina que ce monsieur, quand il viendra en 2023, que ce monsieur vous présente son offre politique. Et je le crois bien tellement qu'il pose déjà des actions. Moi, je ne connais pas, mais on m'a montré ne fût ces actions avec des mamans qui sont là en train de vendre, des cordonniers, des cireurs, ainsi de suite. Je pense qu'il a une vision pour présenter à la population de Tchangoya Massina. Mais je pense, si on pourrait parler en termes également d'alliance, je vois déjà des ponts être jetés par-ci, par-là. Exactement. Moi, je pense que c'est lui qui a une bonne vision, qui a une meilleure offre politique et un bon profil, et pourra en tout cas l'emporter. Mais ce qui est sûr, ces régimes, la population est déjà fatiguée de ces régimes. Très bien. Côté pouvoir, il y a Félix Tshisekedi qui s'est déjà prononcé en faveur de sa propre succession. Oui. Et il y a personne aussi qui s'est opposé à cette candidature jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, au sein de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba observe encore le silence. Vital Kamerhe s'est prononcé récemment ici en rapport avec ce qui se passe à l'Est et puis les désordres qui règnent au sein de son parti. Est-ce que voyez-vous dans les jours qui viennent une autre candidature sortir au niveau de l'Union sacrée? Moi, au niveau de l'Union sacrée, la candidature de M. Félix Tshisekedi ne m'a pas du tout étonné. Je le savais. Déjà avec son comportement, il est rare de voir un président africain, surtout congolais, faire un mandat et laisser sans en demander un deuxième. Mais il est également important de savoir qu'il aura des sérieux problèmes en face de lui. Parce que l'opposition aujourd'hui est très bien regroupée. Vous avez parlé par exemple du docteur Denis Mukwege. C'est un morceau dur parce que déjà les politiciens congolais ne s'attendaient pas à ce changement brusque du docteur Denis Mukwege. On les connaissait beaucoup plus comme médecin, acteur social, mais ce changement brusque vient de changer la donne. De l'autre côté, vous avez Moïse Katumbi qui, sur le terrain, en tout cas, est vraiment très bien coté. Et aujourd'hui, là, apparemment, c'est lui qui est devenu l'adversaire direct de l'union sacrée de M. Félix Tshisekedi. Nos amis de l'union sacrée ne font que citer les noms de Moïse Katumbi. Et on voit Moïse Katumbi partout. Quand un malheur arrive à l'union sacrée, c'est Moïse Katumbi.
Lorsque au niveau de la CAF, il y a un problème, c'est Moïse Katumbi. Cela démontre déjà son leadership. Et il y a également Matata Pogno. Matata Pogno qui n'est pas un leader à négliger, parce que Matata Pogno, il peut faire alliance avec un candidat et donner du poids à ce candidat-là. Martin Fayulu aussi, moi je le dis toujours, que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. Martin Fayulu, son problème, c'est le manque de moyens. Martin Fayulu n'a pas de moyens. Vous avez dans... Ah mais oui. Il vous l'a dit? Martin Fayulu n'a pas de moyens. Mais avec les politiciens comme les Martin Fayulu, à tout moment, les bailleurs de fonds peuvent se présenter. Hein, parce que ne vous en faites pas, même aux États-Unis, même en France, pour aller aux élections, il faut avoir des moyens. Mais à ce jour, l'adversaire redoutable de l'Union sacrée, c'est Moïse Katumbi, qui aujourd'hui, en tout cas, s'il continue dans cette lancée, il sera le prochain. Voyez-vous Vital Kamerhe faire volte-face dans les jours qui viennent? Non, Vital Kamerhe, moi je pense qu'il va rester avec Félix Tshisekedi. En tout cas, ce changement. Il a promis de se prononcer. Hein. Non, mais écoutez, Vital Kamerhe, en tout cas, n'est pas en bonne position. Et politiquement parlant, ça ne sera pas à son avantage de quitter Félix Tshisekedi. Parce qu'on risque d'assister à des... en tout cas, il risque de perdre ces poulains, comme on dit en football. Okay. Ces combattants, parce qu'ils sont dans les institutions et il est rare de voir... Il a appelé déjà... Il est rare de voir un ministre en fonction... Il a appelé tous ces gens alors... Suivre son chef. Qui mène des actions individuelles. Vous pouvez voir ça que chez Moïse Katumbi, avec ce qu'on a vu avec Chériba Okende et Christian Mwando, on peut voir ça que chez Ensemble. Déjà Vital Kamerhe, et à certains ministres de Vital Kamerhe qui menaçaient ou qui menacent de rester à l'Union sacrée si Vital Kamerhe décidait de quitter. Très bien. L'émission est terminée. Rapidement, qu'est-ce qui est arrivé hier au chef spirituel de l'église kimbanguiste? Ah bon, je ne sais pas, je n'ai pas assez de précisions, mais on a suivi la vidéo de Diomi Ndonga là, mais c'est triste si vraiment c'est le cas, parce que je vis également la mise au point de la DGM qui parle des formalités normales, et ainsi de suite, mais je pense que si c'est le cas, bon, c'est également que des services ne disent pas toujours la vraie version, en tout cas on le sait, ils sont des services d'intelligence, et ainsi de suite, mais je pense que ce n'est pas bien. Si c'est vrai, parce que c'est basant des propos de M. Diomi Ndongala qui n'a aucun intérêt à mentir, je pense qu'on a touché les Rubicons. Je pense même les régimes Kabila les faisaient, mais ce n'est pas de cette manière. En voyant les cardinals Ambongo fusillés, insultés même, on voit là maintenant c'est l'église kimbanguiste. Dodo Kamb également, je vois qu'il a déjà des problèmes avec le régime. Si déjà le système a des problèmes avec les chefs religieux, je ne sais pas où est-ce que ces systèmes pourraient s'en sortir. Si vous avez des problèmes avec le peuple déjà, parce que là, on doit se dire, ce régime a des problèmes sérieux avec le peuple. Le peuple ne veut plus de ces régimes. Parce qu'on souffre. Très bien. Taux hématique, inflation, dépréciation. Et là, maintenant, c'est les chefs religieux. Je pense que ces régimes, c'est les signes vraiment du temps de la fin. Les cardinals Ambongo ne seraient-ils pas la prochaine cible? Écoutez, il a dit, ce sont les signes de la fin. Vous savez, quand un régime est à sa fin, ce régime-là s'attaque à tout le monde. C'est ce qui se passe. Écoutez, les gens nous disent que voilà, vous n'avez pas la bonne version sur ce qui s'est passé et que les services étaient dans les formalités d'usage comme d'habitude. Écoutez, ce n'est pas pour rien que Diomi Ndongala a alerté. Diomi Ndongala, il gagnerait quoi de prendre la caméra et dénoncer ce qui s'est passé. Vous savez, quelqu'un comme le chef spirituel kimbanguiste, il ne mérite pas qu'il soit en fait traité comme tout le monde. En fait, ça, c'est le communiqué de la DGM veut simplement nous faire comprendre que monsieur le chef, son éminence, comme ça on l'appelle, son éminence est ou doit être traité comme tout le monde. Non,
si le pape ne doit pas être traité comme tout le monde, son éminence aussi ne peut pas être traité comme tout le monde. Un grand leader. Et surtout qu'il a été invité par Sassou lui-même. Lorsqu'ils nous disent que voilà, il faut un passeport. Mais écoutez, quand le président vous invite, toutes ces formalités-là tombent. Ou encore, si vous avez déjà voyagé, ou les diplomates, ou les ministres honoraires, doivent le savoir. Je dois le dire, doivent le savoir. Lorsque vous allez dans un pays étranger et qu'on constate que vous êtes diplomate, vous avez un passeport diplomatique, on vient vous chercher, on vous met dans un salon VIP et on s'occupe de tout. Et puis à la fin, on vous prend simplement pour passer. Mais vous bloquez le chef spirituel. Et puis après, ils seront les premiers à aller en Kamba pour aller chercher. L'émission est terminée. Merveille Baelenge Irenge. Irenge, très bien prononcé. Grand merci à vous d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Ça, c'est notre chaîne. Je rappelle que vous êtes directeur général du média en ligne Infovray. Infovray.net. Très bien. Et je suis directeur général du groupe Senior Communication également. C'est une entreprise qui est dans la communication. Merci, merci de votre passage. Grand merci à vous. Vous avez sauvé l'émission. Non, même pas. Christian Yamabou, je ne sais pas s'il nous suit. Mais je placerai un mot en une seconde. Je ne sais pas qu'est-ce que les pouvoirs attendent pour les remaniements. Jusqu'à présent, on nous a annoncé les remaniements, on attend. Madame Tina Salama a dit que ça va arriver. Je suis en train d'implorer auprès du président de la République. Je sais que le président aime travailler avec des jeunes. Il y a des jeunes qui ont fait des preuves. Si on pourrait essayer, en tout cas, ces jeunes-là. Je vois un jeune qui se bat matin, midi, soir, qui a essayé un peu de révolutionner également la communication au niveau de l'Union sacrée, Thierry Monsené. Je pense que le président de la République pourrait essayer un peu de voir... C'est du lobbying, ça. On comprend maintenant les différentes communications de Thierry Monsené pour ces tribunes, on comprend. On constate que non, le monsieur fait ses preuves à l'Union sacrée. Grand merci à vous, Grammy. Je rappelle que vous êtes présentateur. Il a ses qualités, monsieur Thierry Monsené. Je rappelle que vous êtes présentateur de l'émission très suivie, Débat pour la Nation. Faut pas faire du lobbying ici. Monsené doit passer à la direction commerciale. Cette émission est terminée. Je vous retrouve samedi prochain pour Perfect Press et lundi pour Perfect Actu. Grand merci à toute l'équipe technique et grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Au revoir, bon week-end à tous et à chacun.